Alors ça, c'est un message hyper important. De l'anorexie mentale, on guérit. On peut guérir, la rémission existe et c'est l'objectif de la prise en charge thérapeutique. Le traitement, comme on a dit tout à l'heure, la maladie est multifactorielle. Le traitement aussi, il est multidisciplinaire. C'est-à-dire que le résultat, il fait l'objet de l'interaction de plusieurs praticiens de santé. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! L'anorexie mentale touche aujourd'hui près de 1% de la population française. C'est une maladie essentiellement féminine et qui concerne majoritairement les adolescentes. Je crois qu'il est important d'avoir ce chiffre en tête. Une personne malade sur 5 meurt de l'anorexie. J'ai voulu comprendre un petit peu plus dans cet épisode les dessous de ce trouble du comportement alimentaire en invitant Laura Di Lodovico, médecin psychiatre italienne, ancienne chef de clinique aux hôpitaux de Paris et chercheuse à l'INSERM et à l'Université de Bordeaux, spécialisée sur le sujet. Laura prend le temps d'expliquer à vous, parents, les ressorts de cette maladie, les signes à repérer, la prise en charge à demander et toutes les stigmatisations dont cette maladie souffre. L'anorexie touche de plus en plus jeunes, alors parlons-en. En enregistrant cet épisode, j'ai eu des pensées constantes pour mes amis qui ont souffert d'anorexie et pour une personne de ma famille qui a traversé cette maladie. Je suis éternellement reconnaissante qu'elle soit toujours en vie aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour. Alors je dis Bonjour, Laura, c'est ça, Laura. Parce qu'en italien on dit Laura. Parfait. Mais on va parler français aujourd'hui. Tu parles très très bien français évidemment. Tu es médecin psychiatre et tu es spécialisée sur un thème qui est, je crois, très important aujourd'hui mais qui est très difficile. Les troubles du comportement alimentaire et notamment l'anorexie mentale. Et j'aimerais d'abord que tu m'expliques pourquoi tu as voulu être médecin psychiatre et te spécialiser dans ces troubles alimentaires. Alors, merci pour cette belle question. Alors, disons que j'ai toujours voulu faire la psychiatrie. J'ai toujours été intéressée par les cerveaux, la psychologie et ses pouvoirs absolus. Disons ça. C'est qu'on peut faire par les cerveaux, c'est qu'on peut faire par tout ce que le cerveau contrôle, que ce soit de la volonté, que ce soit de la compréhension, que ce soit aussi par tout ce qui est de l'ordre des émotions. Et j'avais envie de comprendre un peu tout ça et d'en faire l'objet de mon métier. Et surtout, je ne me voyais pas faire quelque chose qui n'est pas l'autre comme objet. La psychiatrie, parce que du coup, c'était une manière de soigner, on peut dire, la souffrance qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne comprend pas forcément, et c'est spécialisé, un peu négligé parfois, parce que effectivement, c'est très difficile parfois d'avoir affaire avec des patients qui souffrent de troubles psychiatriques, qui ne sont pas toujours au courant de souffrir des troubles psychiatriques. On y reviendra en particulier pour l'anorexie mentale. Et l'anorexie mentale parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée du fait que j'étais dans des environnements, que ce soit des études, on peut dire de haut niveau, en internat féminin, le sport aussi en compétition, des niveaux qui sont à haut risque de ce type de troubles. Et j'ai vu beaucoup de filles que j'aimais beaucoup tomber dedans, tandis que d'autres, avec les mêmes facteurs,
Non, jamais développé d'anorexie mentale. Et du coup, la question, c'est pourquoi et aussi, effectivement, comment faire pour aider cette forme de souffrance qui n'est pas dite et qui n'est pas vraiment facile à aborder, à gérer. Donc, c'est ton environnement et ce que tu as constaté qui t'a fait t'interroger en tant que médecin sur ce problème, cette thématique. Oui, la nature, oui, c'est ça. Ce qui m'a toujours intriguée, c'est la nature très paradoxale de cette maladie. C'est que est censé être un facteur de protection, on peut dire, d'autres troubles psychiatriques comme la schizophrénie, se retrouve comme un facteur qui s'associe plutôt à l'anorexie mentale. Rien, par exemple, que le bon résultat scolaire ou effectivement le statut socio-économique et ainsi de suite. Du coup, c'est tous ces paradoxes que je voulais mieux comprendre. Alors, est-ce que tu peux déjà nous donner la définition d'un TCA, donc trouble du comportement alimentaire, et est-ce que c'est différent de l'anorexie mentale? Oui, alors TCA, effectivement, trouble du comportement alimentaire ou des conduites alimentaires, il y a ces deux nomenclatures, vient représenter un ensemble de pathologies qui se caractérise par la perversion, on peut dire la désorganisation du rapport à l'alimentation. On sait que l'alimentation, elle a plusieurs fonctions normalement. Donc une fonction, on peut dire plutôt nutritive, biologique. On s'alimente pour avoir assez d'énergie pour que notre corps puisse effectivement effectuer toutes ces fonctions, les fonctions autonomes et les fonctions qu'on peut contrôler comme les mouvements, les raisonnements. Il y a une fonction plutôt comment dire, sociale de l'alimentation. L'alimentation est souvent à l'occasion, effectivement, d'une rencontre, d'un partage, de discussions, de retrouvailles. En Italie, en plus, on est vraiment très expert dans ça. Et l'alimentation a aussi comment dire, une fonction purement hédonique de plaisir. C'est-à-dire, parfois, effectivement, on mange même au-delà de nos besoins pour se faire plaisir, parce que c'est une forme de récompense qu'on peut se donner. Ces fonctions viennent à être soit mises de côté, soit écrasées, soit perverties dans un trouble du comportement alimentaire. En plus de cela, cet changement du rapport à l'alimentation est source d'une souffrance pour l'individu, pour la personne. Et ça peut avoir un retentissement qui, surtout dans les troubles du comportement alimentaire, est souvent physique, jusqu'à pouvoir mettre en danger la personne, mais aussi psychologique. Ça peut isoler la personne, ça peut lui prendre toutes les énergies et devenir une obsession. Alors on a parlé d'ensemble de pathologies parce que il y a plusieurs troubles du comportement alimentaire, dont l'anorexie mentale, qui donc est un trouble du comportement alimentaire, est une pathologie spécifique au sein des troubles du comportement alimentaire. Il y a la boulimie, il y a l'hyperphagie boulimique, qui en anglais s'appelle binge eating. Il y a ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire non autrement spécifiés, on peut dire, qui sont des troubles du comportement alimentaire qui n'ont pas encore tous les critères diagnostiques pour rentrer dans l'un des troubles que j'ai cités, mais qui ont quand même un impact sur la vie de la personne. Il y a d'autres formes, comme par exemple l'ARFID, où il y a en fait, c'est un trouble, on peut dire, Oui, ce qu'on appelle un trouble où on a une restriction alimentaire et un évitement alimentaire, sans forcément qu'il y ait tous les critères de l'anorexie mentale qu'on va voir ensemble. Ou d'autres troubles, comme par exemple des personnes qui ne font que des hyperphagies boulimiques pendant la nuit. C'est une constellation, c'est un spectre qui est très varié, qui peut donc avoir un retentissement sur la forme physique qui est différent. Les patientes avec anorexie mentale sont plutôt en sous-poids, tandis que les patientes avec hyperphagie boulimique sont souvent dans une condition de surpoids, voire d'obésité. Et l'anorexie mentale, en particulier, c'est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par une peur
obsédante, envahissante de devenir gros ou de prendre du poids, qui est sous-tendue par une distorsion de l'image corporelle. Ça aussi, on verra bien de quoi on parle. Cette distorsion de l'image corporelle qui est résistante, on peut dire, aux données de la réalité, aux commentaires d'autrui, est tellement forte que ça peut entraîner des vrais efforts pour contrôler son apport calorique. Donc, le contrôle de l'apport calorique dans l'anorexie mentale, c'est fait par la restriction alimentaire, qui a souvent les deux, une diminution de la quantité des aliments ingérés, mais aussi la sélection de certains aliments et pas d'autres. Par exemple, les aliments qui sautent sont souvent ceux qui ont le plus haut contenu calorique. Donc, tout ce qui est les sucres rapides, les desserts, souvent les féculents aussi. Donc, on a des restrictions. Mais il y a aussi d'autres manières de contrôler son poids. Il y a un sous-groupe des patients avec anorexie mentale qui ont en plus des conduites de, on peut dire, expulsion du contenu du tube digestif, qui peut se faire par des vomissements, souvent provoqués, et parfois par le mésusage aussi de laxatifs. C'est ce qu'on appelle le sous-type avec accès hyperphagique et purgatif. Il y a des patients qui, en plus de la restriction, peuvent aussi occasionnellement faire des crises de boulimie, mais après, effectivement, compenser par ces conduites. Une autre forme de compensation des apports alimentaires, ça ne sert pas qu'à ça, mais c'est très fréquent en tout cas, c'est une activité physique qui est souvent complètement disproportionnée par rapport aux apports caloriques. Donc, on a dit donc qu'il y a la restriction, il y a les stratégies de contrôle du poids, il y a une perturbation de l'image de soi, il y a une peur de devenir gros, et tout cela, dans l'ensemble, conduit à une condition de sous-poids, de dénutrition. Donc, on a des patients qui sont plutôt à l'extrême bas, on peut dire, du spectre pondéral ou de l'indice de masse corporelle. On verra après, c'est une mesure clé. En fait, dans ce que tu expliques dans les TCA, donc ce sont des maladies qui peuvent interférer l'une avec l'autre au final. Oui. On n'est pas forcément que anorexique, on peut être anorexique et boulimique. On peut faire de l'hyperphagie et faire de l'anorexie. Enfin voilà, il y a tout ça qui est ensemble. C'est compliqué, j'imagine, à diagnostiquer et à traiter parce qu'il y a beaucoup de couches. Oui. Et surtout, ce qui est vrai aussi est que on peut dire, c'est ça qu'on dit beaucoup à nos patients, on n'est pas anorexique, on n'est pas boulimique, on souffre d'anorexie, on souffre de boulimie. Et toutes ces pathologies peuvent aussi évoluer. C'est-à-dire, on voit par exemple des patients qui, au début de leur adolescence, par exemple, avaient une forme d'anorexie mentale restrictive qui, après 2-3 ans, s'est transformée dans une forme d'anorexie mentale avec conduite de purge. Donc, une forme avec accès hyperphagique et conduite de purge. Et ça se trouve que plus tard, elle évoluera à boulimie ou pas. On peut dire que les issues et le développement du trouble en soi ne suit pas des règles générales. Mais oui, on peut avoir plusieurs dimensions au sein d'une même personne et au cours de l'histoire de cette personne aussi. Pourquoi est-ce qu'on déclenche ce type de maladie ? Alors, ça, c'est une autre excellente question à laquelle on peut dire personne ne sait répondre par une seule phrase. Ou une seule phrase qui dure 5 minutes. Effectivement, alors l'anorexie mentale, comme presque toutes les maladies psychiatriques, est une maladie multifactorielle. Ça veut dire que il faut vraiment oublier le rapport binaire, une cause, une conséquence, un gène, une maladie, etc. pour se dire qu'il y a plusieurs facteurs qui, au cours de l'histoire, s'accumulent, interagissent entre eux pour déterminer ou pas le déclenchement de la maladie. Il y a donc des facteurs qu'on appelle de vulnérabilité, qui sont des facteurs certains avec lesquels on est. Il y a beaucoup de recherches dans la génétique qui a montré, par exemple, qu'il y a une quantité très importante de toutes petites variations génétiques avec un très, 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 très faible effet toutes seules, mais qui, cumulées, peuvent donner un risque plus élevé de développer la maladie. Des facteurs qui ne sont pas que psychologiques ou psychiatriques,
Par exemple, une association génétique avec l'anxiété, avec le trouble obsessionnel compulsif, mais aussi d'ordre métabolique. Donc, des facteurs, oui, effectivement, métaboliques, comme par exemple le fait d'avoir le cholestérol qui est plus bas, la glycémie qui est plus bas, moins de chances d'avoir un diabète. Il y a donc tout un tas de génétiques qui n'expliquent absolument pas tout, mais qui a un effet, qui peut contribuer. Il y a à contribuer à cette vulnérabilité, il y a aussi vraiment tous les facteurs familiaux. Familiaux, c'est vraiment un grand champ où on peut dire que tout d'abord, pour rester dans la génétique, l'anorexie mentale est une maladie qui est en partie héritable. Ça veut dire qu'on a un taux d'héritabilité entre 50 et 70%. Ça veut dire que... Pas mal quand même. Oui. Élevé. Oui. Ça veut dire qu'avoir un membre de la famille, une mère, une sœur, une cousine, une tante anorexique augmente le risque de développer la maladie. Augmente le risque, ça veut dire que la maladie ne se déclarera jamais. C'est fort probable. Mais il y a ces risques qui est augmenté. Mais les facteurs familiaux ne se limitent pas à la génétique. Il y a aussi tout ce qui est l'environnement et les premières années de la vie de la personne. Où effectivement, il y a les premières interactions se font au sein de la famille. Et donc, souvent, il peut y avoir des facteurs environnementaux qui ne se limitent absolument pas à la famille, mais qui peuvent aussi être de l'ordre, des premières interactions avec les autres enfants, la première scolarité, des facteurs plus ou moins traumatiques, effectivement, dont la personne peut faire l'expérience. Par exemple, on parle beaucoup de harcèlement scolaire. Il y a beaucoup de facteurs, on peut dire, qui plus ou moins traumatisants, qui peuvent contribuer à déterminer une vulnérabilité accrue. Il y a aussi des facteurs psychologiques de la personne. On sait qu'il y a des traits de personnalité qui sont plus associés au développement de la maladie plus tard, qui sont par exemple le perfectionnisme. Donc, tout ce qui est hautes exigences à l'égard de soi-même. Il y a aussi tout ce qui est le neuroticisme, c'est-à-dire une vulnérabilité accrue à tout ce qui est l'anxiété, la dépression, une fragilité émotionnelle un peu plus importante. Donc, il y a aussi ces types de facteurs. Et après, il y a aussi des facteurs dits déclencheurs. Encore une fois, les facteurs de vulnérabilité, c'est donc ces gros mélanges à proportions variables qui peuvent préparer un peu la personne et la rendre plus exposée. Après, on arrive effectivement dans l'âge où la plupart des formes se déclarent, qui est l'adolescence. Âge de changement. Des changements, on peut dire, de la personne comme individu au sein de la société. Donc, tout ce qui est la séparation de la famille pour intégrer les groupes de pairs, tout ce qui est les changements aussi d'école. Il y a des changements sociaux, effectivement, qui portent la personne à se chercher et chercher son identité. Il y a des changements corporels, effectivement. L'enfant voit son corps changer à grande vitesse et développer les formes, surtout pour les filles, se développer en taille. Il y a des changements qui peuvent être vécus de manière plus ou moins traumatique. Et encore une fois, on voit aussi l'interaction avec les facteurs environnementaux. Et il y a aussi des choses qui font partie qui débutent souvent à l'adolescence. Encore une fois, on a dit l'intégration avec les groupes de pairs, les premières relations sentimentales. Parfois aussi le début d'un sport, parfois des sports de haut niveau, de certains sports qui mettent en avant aussi l'importance d'avoir un certain type de physique. Et on peut voir comme à ces moments-là, tout ça aussi bien contribuer. Par exemple, si les exigences scolaires, il y a encore une fois ces nouveaux mélanges de grands changements qui peuvent être vécus de manière plus ou moins traumatique et qui viennent souvent des interactions avec les autres, avec les groupes. Mais encore une fois, pas que. Parfois, encore une fois, des traumatismes qui surviennent pendant l'adolescence. Mais c'est fou dans ce que tu expliques. Il y a énormément de facteurs pour expliquer cette maladie. Donc vous, j'imagine, quand vous recevez vos patientes, parce que tu l'as dit, c'est beaucoup des filles, on va en parler après, c'est un travail d'enquête monstrueux que tu dois faire, j'imagine, pour comprendre d'où vient le trouble. Oui, souvent, c'est ça.
C'est ça, exactement. On peut dire que c'est fondamental de se pencher vraiment sur l'histoire de la personne, sachant qu'il y a l'individu qui souffre de la maladie. Et parfois, c'est vraiment la personne, c'est la patiente, le patient qui va pouvoir nous aiguiller à y voir plus clair et surtout pouvoir le soutenir parce que c'est un gros boulot. Le fait de prendre en charge les patients, de les accompagner dans le processus de guérison qui se fait d'énormément de composantes, de sphères, d'étapes aussi, parce qu'on peut pas tout travailler en même temps. Mais oui, effectivement, le fait de connaître quelle a été la trajectoire du patient qui arrive chez nous, c'est absolument fondamental. Pourquoi est-ce que ce sont les adolescentes qui sont les plus touchées par cette maladie ? Oui, effectivement, ça aussi, c'est une donnée de réalité. Pour chaque homme, chaque garçon qui développe une anorexie mentale, il y en aura 9 à 13. Enfin, il y a 9 à 13 filles. C'est une maladie à haute prévalence féminine. Alors, pourquoi? Encore une fois, moi, les hypothèses sont plusieurs. Il y a d'abord, effectivement, le fait que la pression sociale, on peut dire, les facteurs environnementaux ne sont pas les mêmes. On a eu pour longtemps, effectivement, aussi un diktat qui est, heureusement, je pense, en train de changer, mais une incitation un peu à la maigreur de la part de la société. Et je pense du coup un besoin d'adhérer à cette image, à ces stéréotypes qui étaient très fortes, encore une fois, qui, je pense, est en train d'évoluer un peu. Il y a encore une fois tout ce qui est aussi de l'ordre de facteurs déterminés par la génétique qui peuvent jouer un rôle. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre aussi de la biologie. Quelles sont les modifications du corps féminin qu'on cherche un peu à freiner? Parce que c'est surtout, en fait, la théorie psychanalytique qui insiste beaucoup sur le fait de développer une anorexie pendant l'adolescence et ainsi bloquer les temps. Bloquer les temps, ça veut dire, par exemple, ne pas développer de forme féminine avec tout ce que ça pourrait comporter et chercher de prolonger quelque part l'enfance aussi. Chercher de différer ce qu'on appelle le processus de séparation, individuation, auquel on est un peu tout appelé au moment de devenir adolescente. Et il y a aussi le grand enjeu de la sexualité. Avoir des formes, ça veut dire développer un corps sexué. Et là, on revient aussi au 7% des patientes qui ont fait l'expérience d'un traumatisme. Donc les violences sexuelles ont un impact vécu dans l'enfance, ont un impact sur ces jeunes adolescentes qui ne veulent pas devenir avec des formes de femmes pour pas s'exposer à nouveau à une forme de violence sexuelle. C'est un contrôle. C'est l'un des cas qu'on a, enfin, c'est l'un des cas de figure qu'on s'est trouvé à gérer. On en retrouve de plus en plus. Encore une fois, c'est l'une des possibilités. Et tu viens de dire un mot-clé, la question du contrôle. Je pense effectivement, on prétend beaucoup aussi des femmes, des filles en général. Quelque chose on prétend beaucoup de performance, on prétend beaucoup d'affirmation. Et parfois, l'anorexie mentale, s'impose comme une possibilité de regagner le contrôle sur au moins une dimension de sa vie. Et de montrer aux autres aussi qu'on contrôle aux autres et à soi-même. Qu'on est en charge de sa vie et qu'on a un pouvoir, en fait, sur soi. Exactement. Et c'est ça aussi la période charnière de l'adolescence, parce que quand on est enfant, potentiellement, on a peu de contrôle sur notre vie, puisque c'est nos parents qui prennent les décisions majeures. Et l'émancipation, l'affirmation de soi quand on devient adolescente, c'est ce moment où on peut contrôler quelque chose que nos parents, qui échappe à nos parents. Oui. Il y a cet enjeu-là. Oui. Exactement. Deux considérations en plus pour compléter. Le fait que, je dirais, quelque part, avoir une forme de contrôle, ça veut dire pouvoir obtenir une meilleure estime de soi par ce biais.
Parce qu'on retrouve souvent des personnes avec, les patientes avec anorexie mentale, avec une estime de soi effondrée. Et donc, c'est souvent quelque chose qui viendra les rassurer dans une angoisse de fond qu'elles peuvent éprouver. Et effectivement, ces gains de contrôle, c'est aussi quelque part dans la dynamique familiale une forme de révolte. De révolte un peu, on peut dire un peu en velours par rapport à certains passages adolescents beaucoup plus flamboyants, beaucoup plus fracassants qu'on peut voir dans d'autres cas de figure. Et qui est beaucoup plus rare chez les patients qui développent une anorexie mentale, des personnes qui ont toujours été considérées comme des enfants sages, des personnes qui n'ont jamais fait de vagues, qui ont toujours été parfaites. Et qui, quelque part, passe aussi par là pour exprimer quelque chose qui est très difficile à exprimer autrement. À défaut de pouvoir l'externaliser, que ça se voit. D'accord. Est-ce que cette maladie touche les enfants de plus en plus tôt? Parce que là, on a parlé de l'adolescence, mais on sait que les TCA, ça vient dans l'enfance. Aussi, oui. Est-ce que tu vois dans ta pratique que ça recule l'âge il y a des enfants qui devraient même pas être dans ces considérations-là et qui sont déjà en train de parler de leur poids, de leur image? Alors, moi, je travaille dans un service d'adultes, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vois l'âge de début des patientes qui arrivent chez nous. On a un lien avec des services de prise en charge de troubles du comportement alimentaire de l'enfant. C'est effectivement l'anorexie mentale et les troubles du comportement alimentaire chez l'enfant, c'est très complexe, c'est très intriqué parce que effectivement l'enfant aussi, elle traverse des phases, des rapports avec l'alimentation qui sont très variés. Je vois que tu hoches la tête. Non, mais c'est sûr que les enfants, ils peuvent avoir des phases où ça nous perturbe parce qu'ils veulent plus rien manger. Après, oui, là l'aliment ils l'aimaient bien hier, aujourd'hui ils veulent plus. C'est ça, oui. Et c'est vrai que ça peut être ça peut secouer, mais il y a une différence avec quelque chose qui est pathologique. Ça peut commencer à quel âge? Alors, on a effectivement, ça peut commencer on peut dire, ça a commencé à tout âge, on peut dire. Des bébés. 6 ans, 7 ans. Oui, des bébés, c'est l'anorexie du nourrisson. Okay. Là, c'est vraiment un autre contexte, effectivement. Qu'est-ce qu'elle exprime, le nourrisson qui ne veut pas manger? Effectivement, on oublie un peu la dimension, effectivement, du corps pour se concentrer plutôt sur la dimension de l'angoisse et la dimension relationnelle. Et effectivement, quand on voit un rapport à l'alimentation qui se perturbe chez les enfants, on se pose quand même plusieurs questions. Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est une autre pathologie psychiatrique? Parce qu'il y a des pathologies où ça se recoupe un peu, par exemple, au niveau des rituels alimentaires, au niveau de l'éviction de certains aliments. On peut aussi se poser la question si le comportement est enquisté, invalidant, si ce n'est pas une forme d'autisme. C'est très intriqué, effectivement. Ou le trouble obsessionnel du comportement, ce genre de choses? Oui, un trouble obsessionnel compulsif, effectivement. Une forme d'angoisse. Une forme d'angoisse, d'une forme peut-être de dépression. C'est beaucoup plus rare, bien sûr, mais effectivement, pourquoi mon enfant ne mange pas? Il peut y avoir plusieurs réponses. L'anorexie mentale prépubère, on peut dire c'est une maladie rare. Ok. Mais oui, c'est bien. Mais là, je recule un peu. Tu sens que. Oui, je pense que c'est de plus en plus précoce. Je lisais quelque chose, pardon, je l'ai pas, la stat, ça me revient, que les petites filles, à partir de 5 ans, elles ont déjà conscience si leur corps, il est OK ou non aux yeux de la société. Ça m'avait tellement choquée de me dire qu'à 5 ans, elles sont déjà préoccupées par l'image qu'elles renvoient aux yeux des autres, au lieu de s'évertuer à jouer, à grimper, à se salir, je sais pas, tu vois, à se raconter des histoires. Ça a dit beaucoup, tu crois pas, de ce qu'on attend déjà des petites filles à cet âge-là, d'avoir une image corporelle qui convient à ce qu'on voudrait de la perfection? Je pense effectivement, oui, c'est comme si ça devenait de plus en plus précoce, effectivement. Je pense aussi, je pense qu'il y a plusieurs variables en jeu, parce que d'un côté, c'est vrai aussi que, heureusement, la conscience de cette maladie évolue aussi grâce à
aux initiatives comme la tienne, le fait de pouvoir le divulguer, de pouvoir offrir ces occasions de confrontation, d'information au grand public. Mais c'est vrai aussi qu'on a des facteurs qui rentrent en jeu de plus en plus tôt et qui sont, moi j'ai en tête par exemple aussi l'accès aux réseaux sociaux et tout ce qui est les données de l'image, effectivement. Depuis que les réseaux sociaux sont arrivés dans nos vies, ça a un plus gros impact, ça génère plus de maladies. C'est quoi le pourcentage de la population qui peut être touchée par l'anorexie ? Alors, on parle de 0,9 à 1,5%. Ok. Ça reste quand même des centaines de milliers de gens, oui. Au final. Oui, oui. Sur 68 millions, 1%. Oui. Ok. Et effectivement, combien... là, par exemple, à Sainte-Anne, à Paris, on est en train de mettre en place un site internet ouvert en fait à toute la population d'Île-de-France où la personne puisse répondre à des questionnaires et comprendre effectivement s'il y a quand même au moins des traits, des dimensions sans forcément qu'il y ait un trouble tel que diagnosticable selon les critères, mais qu'il y a déjà des dimensions. Je pense que là on touche une partie des populations qui est beaucoup plus vaste, mais ils n'arrivent pas tous aux soins. C'est très difficile en fait d'établir une épidémiologie directe de l'anorexie mentale, en particulier en France. Pourquoi ? Alors ça dépend, par exemple, parfois aussi de l'organisation des pays. Par exemple, des pays scandinaves, ils ont des registres de données, des bases de données immenses qui répertorient tous les accès aux soins et toutes les pathologies de tous les habitants de la nation, ce qui permet effectivement de faire des statistiques systématiquement. C'est qu'on n'a pas nous. Donc, les recensements sont faits plutôt effectivement sur les données des hôpitaux grâce aux initiatives des travaux collaboratifs. Donc, c'est pour ça. Encore une fois, déterminer la prévalence d'un trouble, ça veut dire, la prévalence d'un trouble peut augmenter pour deux raisons. L'une, effectivement, que la maladie touche plus d'individus. L'autre est que les moyens de la diagnostiquer sont beaucoup plus affinés. Et du coup, on permet d'atteindre une partie de la population qu'on n'attendait pas tout à l'heure. Cela dit, je pense que malheureusement, ça fait au moins 4 ans qu'on crie plutôt, qu'on tire la sonnette. Je pense que la prévalence augmente pour les troubles du comportement alimentaire. En fait, ce que je dis là, c'est que c'est 1%, mais de ce que vous savez, il y aurait beaucoup plus finalement de problématiques liées au comportement alimentaire en France. Je pense. Il y a des personnes qui en ont souffert ou qui en souffrent, on ne le saura jamais, parce que peut-être la rémission va être spontanée. La guérison va être spontanée. Tant mieux, j'ai envie de dire. Absolument. Alors, si on s'intéresse vraiment à cette maladie, parce que voilà, aujourd'hui, le public qui écoute aujourd'hui, ce sont des parents, et on a un petit pouvoir quand même, parce qu'on a nos enfants avec nous tous les jours. Comment on repère les signes d'une anorexie mentale ? Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Alors, il y a des choses qu'on voit. Effectivement, ce que l'on voit est que on a souvent des pertes de poids qui sont quand même assez significatives, là où on ne s'attendrait pas à une perte de poids. Par exemple, effectivement, chez les enfants, c'est encore plus bruyant parce que on sait que le gain de poids s'associe aussi à une augmentation de la taille. Donc, si on voit effectivement, même sur les carnets de santé que j'invite à remplir systématiquement sur la longueur, on peut avoir des petites cassures de la courbe staturo-pondérale. Donc ça, c'est un reflet. Par contre, on a dit tout à l'heure, c'est un peu une conséquence de ces comportements alimentaires. Donc, si on voit une perte de poids, une stagnation de poids, là où on ne s'attendrait pas à une stagnation, on peut déjà commencer à s'alerter, effectivement. Il y a ce qu'on l'observe. C'est qu'on l'observe au moment des repas. Au moment des repas, on peut avoir effectivement des enfants, des adolescents qui peuvent apparaître particulièrement tendus et irritables et qui, avec ça, diminuent les quantités de ce qui leur est servi dans le plat où ils se réservent de moins en moins. On peut voir l'évitement, effectivement, de certaines catégories d'aliments. Je disais tout à l'heure, normalement, ceux qui sont à plus haut contenu calorique et aussi les féculents. On peut avoir des comportements aussi, par exemple, on voit que
les personnes boivent beaucoup, beaucoup d'eau pour atteindre donc le sentiment de satiété par distension de l'estomac. On peut avoir parfois des rituels qui se mettent en place au moment de la prise alimentaire, par exemple de couper en 1000 morceaux les aliments pour les manger à tout petit bout. On peut avoir parfois, surtout dans l'enfance purgative, des allers-retours aux toilettes qui se multiplient pendant le temps des repas, là où on ne s'attendrait pas à cela. Et ça, c'est ce qu'on peut observer au moment de la prise du repas. Ou peut-être effectivement même l'évitement de la prise du repas. Je mangerai quelque chose plus tard. Parfois, on a vraiment des refus qui sont plus importants. On peut observer aussi, en dehors des repas, parfois une hyperfocalisation sur son corps. On a ce qu'on appelle le body checking, c'est-à-dire des comportements d'autopalpation, de confrontation au miroir qui augmentent significativement par rapport à ce qu'on avait observé, qu'on s'attendait. La mise de vêtements plutôt amples, plutôt larges, parfois pour effectivement se cacher son corps derrière ses vêtements. On peut remarquer un hyper-investissement, comme je disais tout à l'heure, dans les sports, dans l'activité physique, qui peut être en dehors, mais qui peut être aussi parfois à la maison avec des véritables routines, des squats, des pompes, une activité là où on ne s'attendrait pas, ne pas prendre les transports et aller plutôt à pied, ne pas se faire accompagner en voiture. Et on observe parfois, dans certains cas, un hyper-investissement scolaire, super-investissement dans la sphère intellectuelle. Je peux pas manger, je dois étudier parfois. Et aussi une altération qui se fait au niveau parfois des relations sociales. C'est des personnes, on les voit s'isoler de plus en plus. Donc il y a cet ensemble de petits signes, encore une fois, qui peut-être un jour, occasionnellement, pourrait être assez banal, mais effectivement, quand on voit que ça persiste et qu'il y a des changements aussi de la forme physique, sur le comportement, sur l'humeur, qui suivent, alors on peut effectivement commencer à s'inquiéter. Est-ce que c'est une maladie moderne ? Ça existait, l'anorexie, il y a plusieurs siècles ? Alors, et ça c'est une autre excellente question, très intéressante. Avec le recul, on pense que oui. L'anorexie mentale existait déjà. L'anorexie mentale existait déjà sous forme de... on la rapproche souvent tout ce qui était la pratique de certaines mystiques chrétiennes, par exemple, comme Sainte Claire, Sainte Thérèse d'Avila, qui se soumettaient à des jeûnes ascétiques, on peut dire, pour plusieurs jours. Des jeûnes qui duraient trop longtemps, c'est ça? Oui, okay. oui. Des jeûnes sur des journées, effectivement. Ça, je pense Sainte Catherine de Sienne aussi. En fait, oui, c'était un peu les saintes, les religieuses, qui soumettaient leur corps à ces privations de nourriture prolongées. Okay. Tout comme on pensait que même les habitants de la Rome ancienne, ils pouvaient faire des crises de boulimie, des hyperphagies, des binges, et après pouvoir aussi se vider pour pouvoir manger davantage. Donc on commence à penser que oui, il y avait déjà des formes. Et après, par contre, il y a même certains psychiatres qui peuvent nous faire la reproche de dire que c'est plutôt une démarche de hypermédicalisation de ce qui ne l'était pas forcément. Donc, effectivement, nous, on peut formuler des hypothèses. Eux, ils auraient plutôt la tendance à dire, mais c'était plutôt quelque chose de culturellement justifiable par certaines pratiques. Il ne faut pas les considérer une anorexie mentale. C'est très flou. On pourra trouver, encore une fois, plusieurs points de vue. Mais oui, on peut dire qu'on a la tendance à dire que oui, ça existait déjà. En tout cas, ce contrôle sur son corps, à ce moment-là. Oui, exactement. On revient à la dimension du contrôle absolu sur ses fonctions instinctuelles. Tu as beaucoup parlé justement de ce contrôle, de palper son corps, de cacher les formes qu'on a, de vouloir ralentir le processus de devenir femme. C'est quoi, du coup, ce mot qu'on utilise qui s'appelle la dysmorphophobie? Oui. C'est dur à écrire aussi. Dysmorphophobie. Oui, je l'ai mal dit, tu vois. Dysmorphophobie. Oui. Ça correspond à quoi, la dysmorphophobie? C'est plus facile à dire en anglais. Dysmorphobia. C'est vrai.
Alors, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On peut dire que ça fait partie des symptômes de l'anorexie mentale, même si on peut retrouver une dysmorphophobie même sans anorexie mentale. C'est, en fait, pour une dysmorphophobie, on entend une perturbation de l'image de son corps, une distorsion de l'image de son corps. Donc, en particulier, dans l'anorexie mentale, on parle vraiment du fait de se voir en surpoids ou à poids normal lorsque on commence déjà à être plus ou moins gravement dénutri. Avoir une perception altérée de son corps, se sentir grosse. Et effectivement, ça renvoie aussi à une autre dimension de la maladie. Le fait que malheureusement, parfois, les personnes, les enfants, pourront être plus ou moins étanches lorsqu'on leur renverra les constats qu'elles ont perdu du poids. Quoi, ils répondront, mais pas du tout. Au contraire, j'ai encore beaucoup de poids à perdre, je me trouve grosse, je suis énorme, ou je suis juste à poids normal et tout va bien. La preuve, mes résultats sont excellents à l'école, j'ai fait mes performances sportives, je me sens bien. Donc, effectivement, la dysmorphophobie, c'est une altération de la perception de son corps qui ne relève pas du mensonge, qui ne relève pas de la volonté de cacher ou de mentir. C'est vraiment parfois à rattacher à un défaut d'insight, on peut dire. Et pour insight, on entend un défaut vraiment de capacité d'introspection et de perception de soi correcte. Mais ça, tu l'as dit, c'est pas obligé que ce soit relié à l'anorexie mentale. C'est ça, oui. On peut tous et toutes vivre ça un jour dans notre vie, non? Moi, j'ai la sensation, des fois, je regarde des photos de moi il y a 10 ans, de me dire, mais pourquoi je trouvais que j'étais un peu grosse, je mets des gros guillemets, hein. Alors que quand je me regarde en photo, j'étais très, très bien. Mais on peut tous passer par des phases comme ça, sans basculer dans un trouble du comportement. C'est ça. On peut tous se sentir mal dans son corps. Oui. Et effectivement, ça ne suffit pas pour se considérer affecté par l'anorexie mentale. C'est pour dire aux gens que ça peut arriver au cours de la vie sans derrière déclencher de maladies. Et aussi parce qu'on vit dans une société où on est tellement obsédé par l'image. Oui. On a beaucoup plus de miroirs aujourd'hui à la maison, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on se voit plus, on a plus de comparaisons avec les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est une gymnastique, je trouve, difficile au quotidien de se détacher de ce que ça veut dire avoir un corps qui correspond aux attentes de la société. C'est vrai. Plus de miroirs, plus de caméras. Oui, effectivement. Bonjour les caméras. C'est vrai. C'est une pression qu'on peut ressentir. Oui. La question, c'est est-ce que notre manière de nous percevoir à travers notre corps impacte significativement l'estime que nous avons de nous-mêmes, la perception que nous avons de nous-mêmes. Est-ce que on arrive à passer à autre chose ou est-ce que ça devient une obsession, ça devient quelque chose pour lequel on serait à même de délaisser d'autres sphères qui sont hyper importante. Encore une fois, la socialité, les autres expériences, la sexualité, le plaisir. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel on se retrouve, en tout cas, qu'on considère aujourd'hui comme une priorité, comme quelque chose d'envahissant, quelque chose qui, de ce fait, tôt ou tard, finit par échapper à notre contrôle. De manière très paradoxale, parce qu'on parlait tout à l'heure de la pathologie du contrôle. En fait, ça donne l'effet inverse de ce qu'on veut à la base. Oui. On veut reprendre le contrôle et en contrôlant trop, on peut plus contrôler. C'est ça. Exactement. Et c'est ce qu'on a, parce que malheureusement, il y a aussi des facteurs qui s'associent très souvent à l'anorexie mentale. On parlait de perfectionnisme, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la rigidité cognitive. C'est-à-dire la difficulté vraiment à changer des comportements lorsque les demandes de notre environnement l'imposent. Par exemple, lorsque elles ont perdu 10 kilos, 15 kilos, et du coup, l'enjeu, c'est de manger un peu plus et faire moins de sport. Et là, c'est une difficulté majeure pour ces patientes d'inverser la tendance. Et encore une fois, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est parce que elles n'y arrivent pas, ou parce que si elles le font, les pensées parasites de culpabilité, elles sont tellement écrasantes qu'elles préfèrent juste trouver la paix
et se rassurer en faisant ce qu'elles ont toujours fait, plutôt que se confronter à l'angoisse et rumination sur les heures qui viennent, de se dire, t'as mangé tant, tu vas prendre tant au niveau des hanches. Quand on écoute les personnes qui souffrent d'anorexie, elles parlent souvent de punition. Elles ont mangé, 3 gâteaux, du coup, elles vont aller courir 20 minutes. Ou les 24 prochaines heures, elles vont pas manger. Il y a ce rapport-là de conséquences, de se punir, de se faire mal parce qu'on culpabilise. C'est quoi l'émotion sous-jacente? Effectivement, c'est vrai que il y a une forte sensibilité à la punition. Je pense que c'est un cocktail explosif de très faible estime de soi. Donc un rapport, oui, qui peut être violent avec soi-même, effectivement. Ce sont des patients qui sont capables d'une forte sévérité. Il a la dimension de l'ascétisme qu'on considère pour venir aussi aux saintes, aux religieuses du Moyen-Âge, qui est vraiment cette épuration de toutes les sources de plaisir. Plaisir donc coupable, plaisir qu'elles ne méritent pas, parce qu'elles n'ont pas assez fait pour le mériter. Et il y a aussi parfois des véritables distorsions cognitives. On parlait des distorsions de l'image de soi, mais il y a aussi parfois des syllogismes aberrants de notre cerveau qui dira si on mange 90 grammes de riz, ces 90 grammes de riz seront transformés en graisse sur mon corps. Le fait de pouvoir effectivement avoir une distorsion totale des croyances autour de la nourriture qui perd complètement de logique et de rationalité. Tu vois, moi, j'ai 3 petites filles. Est-ce que moi, en tant que maman de 3 petites filles, j'ai un poids dans ce que je vais leur transmettre par rapport à mon rapport au corps, à mon rapport à la nourriture? Tu vois, est-ce que nous, en tant que parents, on a un rôle à jouer pour les mettre dans les meilleures conditions? Tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas comment te le dire. Oui. Comment on doit leur parler de ça? Oui. Pour pas les impacter et leur mettre une pression quelconque. Oui. Très bien. Ça aussi, c'est une très bonne question. Je veux bien donner des pistes. Je vais faire une petite introduction parce que je pense que c'est aussi important, étant donné, que ce seront surtout des parents, des jeunes parents qui vont m'écouter. Je tiens vraiment à vouloir rassurer tout le monde, parce que c'est vrai aussi que pour des années et des années, il y a eu quand même une instance assez culpabilisatrice sur les familles, en particulier sur les mères. Pour longtemps, l'anorexie mentale a été la maladie du lien avec la mère. Et c'est assez horrible, effectivement, c'est dont nos familles font l'expérience. De là, c'est un cocktail, les familles de nos patients traversent souvent effectivement un cocktail de culpabilité. Parfois, pas de chance, ils se sont trouvés à passer par des praticiens très 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 vieille école qui ont peut-être aussi insisté là-dessus. Donc parfois, on va vraiment devoir faire à côté de la prise en charge de l'enfant une véritable réanimation émotionnelle aussi des parents. Il y a de la culpabilité, il y a de l'impuissance. Parce qu'on se retrouve devant des enfants assez étanches, des enfants très intelligents, mais assez inaccessibles. Déjà qu'en dans l'adolescence, ils sont assez inaccessibles en soi, mais là... donc effectivement, il y a ça, il y a évidemment énormément d'inquiétude, énormément d'angoisse. Donc effectivement, je pense que c'est hyper important avec la prise en charge de l'enfant de prendre en charge les parents aussi. On travaille beaucoup avec eux. On reviendra après sur tout ce qui est la participation de la famille dans la prise en charge. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire les parents? Effectivement, on disait tout à l'heure que le repas est un moment aussi de socialité. Donc je pense que après, voilà, il y a tout ce qui est les exigences de la vie moderne, mais si on a la possibilité, encore une fois, j'insiste, parce qu'on a des vies, on est vraiment très happé par les travails et les mi-casquettes qu'on a aujourd'hui, mais lorsqu'il est possible, vraiment chercher de recréer cette atmosphère de partage d'un repas, d'échange aussi. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est
je pense que c'est plutôt une attitude de vigilance bienveillante et non pas intrusive. Celle qu'on est appelé à faire. Effectivement, on sait que à l'intérieur de la famille, effectivement, pouvoir rester vigilante sur la santé physique de l'enfant en évitant des commentaires sur leur forme physique. Effectivement, tout ce qui est t'as grossi, dis donc, t'as un bon appétit, toutes ces remarques dont on ne sait pas, on ne connaît pas aujourd'hui l'impact sur la subjectivité de la personne. Bon, éviter effectivement toute remarque un peu dévalorisante, mais ça, je pense que ça va de soi, même si bien sûr on peut tous être en colère, on a les droits. L'important c'est quand ça arrive de pouvoir revenir dessus, débriefer. Je pense que oui, c'est aussi une activité de veille attentive, de valorisation là où est possible, d'ouverture aussi à l'échange et aux commentaires qui peuvent venir de la personne en évitant effectivement la pression sur l'apparence physique. C'est ça, oui, sur le corps. Est-ce que quand on parle par exemple des aliments, parce que tu vois, nos enfants vont nous demander toute la journée des bonbons, des gâteaux, des glaces, c'est de dire... il y a des aliments qui font du bien à notre corps et il y en a d'autres, on le prend de temps en temps pour le plaisir. Ma question, c'est ça, c'est est-ce qu'on doit alarmer les enfants sur le fait qu'il y a des aliments qui sont nocifs quand même sur le long terme si on en prend tout le temps? Tu vois, c'est cette frontière qui est difficile à trouver entre expliciter, parce qu'effectivement, manger des bonbons toute la journée, ça ne va pas faire du bien, et pas en même temps... leur montrer que c'est mal ou que tu vois je trouve que c'est très dur en tant que parent d'arriver à trouver l'équilibre entre à faire attention à leur santé évidemment et évidemment leur laisser du plaisir et avoir cette liberté que nous enfants on a eu parce que nos parents se posaient moins de questions sur la nourriture et on mangeait quand même pas forcément toujours équilibré. Comment est-ce que tu vois toi dans ta pratique tu vois les parents, comment on fait pour pas basculer dans quelque chose qui va créer des troubles? Je pense que c'est... tout est aussi dans l'équilibre, effectivement. Je pense que c'est le fait de dire... en toute petite dose, effectivement, les trouver, pas forcément que ça devienne l'enjeu d'une récompense, mais effectivement de pouvoir leur manifester que ça existe, manifester que oui, effectivement, c'est bon, c'est agréable, mais c'est vrai aussi que les bonbons donnent aussi des caries. Il y a aussi le grand allié, les dentistes qui se met sur le coup, et que oui, pris en grande quantité, il y a des aliments qu'on ne peut pas prendre en grande quantité parce que ça ne deviendrait pas bon pour la santé. Je pense que la diversification alimentaire sans démoniser les aliments, sans pour autant laisser libre accès, c'est un peu, j'ai toujours la tendance à avoir un peu peur des extrêmes. Parce que, effectivement, priver, par exemple, un enfant pour toute son enfance de quelque chose pour qu'après il le découvre par d'autres moyens pendant l'adolescence, ça pourrait créer un peu l'effet boomerang. Et vice-versa, effectivement, en donner trop, ça pourrait, effectivement, ne pas le favoriser sur le plan du métabolisme, encore une fois, de l'état bucco-dentaire. Donc, je pense que c'est vraiment une question de diversification alimentaire en disant, oui, notre corps, il a besoin de tout. Parce que chaque aliment nous apporte des choses différentes, mais chaque aliment peut être pris. Il y a des aliments, effectivement, qu'il faut prendre en quantité modérée. Mais c'est intéressant ce que tu dis, de ne pas priver totalement, parce qu'on pourrait aller vers ce contrôle. Aujourd'hui, on sait, les études le montrent, le sucre même sur le cerveau, nos enfants, ils pètent plus les plombs. Il faut être très honnête quand ils ont mangé beaucoup de sucre. Donc on pourrait être vachement tenté à dire non, on évince totalement tous ces aliments-là de nos placards et c'est non, t'en auras jamais. Et du coup, contrôler tant qu'ils sont enfants, mais à l'adolescence... ça nous... Tu dis, ça fait un effet complètement inverse, boomerang, où là, ils vont être dans une disproportion par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir dans une enfance normale. Oui, ça peut être le risque, effectivement. Oui, c'est intéressant parce je trouve qu'en tant que parent, la nourriture, c'est vraiment un enjeu très central dans les familles. Oui. Et on tâtonne, quoi. C'est vrai. On a plein d'infos et en même temps, comment on fait aujourd'hui pour pas créer des troubles alimentaires? C'est pas évident, je trouve. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que le parent, c'est aussi un modèle, on peut dire. Donc, parfois, on sait que l'enfant, il apprend surtout dans les premières phases de sa vie par l'imitation.
Donc effectivement, ça peut arriver que entendre quelqu'un qui parle beaucoup de régime, qui parle beaucoup, qui a par exemple un repas complètement différent du reste de la famille, quelque chose qu'on pourrait vouloir imiter. Je suis au régime, dit avec avec effectivement aussi la naïveté de ne pas savoir ce que ça veut dire, mais pas oublier effectivement que parfois on est aussi un modèle et que nos enfants, ils regardent, ils observent. Oui. Alors, pour la dernière partie de l'interview, est-ce que tu peux nous parler des traitements? Est-ce qu'on guérit de l'anorexie mentale? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors ça, c'est un message hyper important. De l'anorexie mentale, on guérit. On peut guérir, la rémission existe et c'est l'objectif de la prise en charge thérapeutique. Le traitement, comme on a dit tout à l'heure, la maladie est multifactorielle. Le traitement aussi, il est multidisciplinaire. C'est-à-dire que le résultat, il fait l'objet de l'interaction de plusieurs praticiens de santé. Il y a le médecin, donc souvent il y a le médecin psychiatre et aussi le médecin généraliste. Parce que c'est vrai que du fait de la dénutrition ou du fait dans la boulimie, des crises de boulimie ou de l'hyperphagie boulimique, donc du risque des syndromes métaboliques, il faut aussi une attention très focalisée sur toutes les complications que la maladie entraîne sur notre corps. Donc, il faut un médecin généraliste ou un pédiatre, effectivement, dans les formes prépubères, ou jusqu'à 18 ans. Et il y a les psychiatres. Donc, un psychiatre spécialisé, s'il y en a, dans le trouble du comportement alimentaire, un psychiatre au court. Parce que c'est vrai aussi que l'anorexie mentale est très rarement isolée. On peut trouver, à côté de l'anorexie mentale, une symptomatologie anxieuse. On a parlé tout à l'heure du trouble obsessionnel compulsif, qui est aussi très associé à l'anorexie mentale. On a parlé de dépression dans certains cas, tout en faisant la part des choses entre les effets de la dénutrition sur notre cerveau et les comorbidités pures. Parce qu'effectivement, quand on est dénutri, on n'est pas comme quand on est à poids normal. Donc, oui, on n'a pas la joie en nous. On va plutôt être déprimé. Exactement. On est plus vulnérable au saut d'humeur, à l'anxiété, à l'irritabilité. Oui, on n'a pas les mêmes capacités. C'est un traitement qui dure longtemps. C'est sur du long terme. Long, oui. À côté, on peut dire qu'il y a plusieurs paliers. Je parlais du côté médical, mais à côté de ces deux figures, on a souvent des infirmiers, des infirmières, des psychologues, souvent qui travaillent en alliance, un complément des médecins. On a très souvent aussi, donc on a dit alors psychologues, infirmières, des nutritionnistes, des diététiciens, ce qui aide énormément à tous les procès de reprise pondérale et diversification alimentaire. On a souvent aussi d'autres figures qui peuvent être, par exemple, les kinés, les psychomotriciens, les art thérapeutes. Et quand je fais ça, j'oublie toujours des corps mes métiers et après je m'en veux à la fin de l'interview en me disant je les ai oubliés. Bon. Mais oui, tu l'as dit, c'est pluridisciplinaire. C'est pas simplement le médecin psychiatre. Exactement. Normalement, on commence par un traitement en ambulatoire. Donc, environ, le rythme recommandé, c'est à peu près une fois par mois. Donc, il s'agit de contrôler, donc d'un côté, le poids, l'évolution pondérale. Le poids, c'est quand même quelque chose auquel il faut rester attentif. On a dit avant la puberté, c'est un enjeu aussi de croissance et développement correct. Après la puberté, ça reste effectivement un critère très important qui détermine toutes nos fonctions vitales. Par exemple, une chose qui arrive aux filles après la puberté qui développent une anorexie mentale, c'est la disparition des règles. C'est qui doit toujours nous alerter. C'est hyper important. Ça arrive que l'enfant trouve le courage de le signaler, de le manifester bien après la date de disparition. Et il faut faire hyper gaffe à ça parce que malheureusement, les hormones que nos ovaires produisent et qui nous permettent d'avoir des règles contribuent aussi à d'autres fonctions comme par exemple la solidification de nos os. Donc, c'est hyper important qu'il y ait un suivi médical de ces faits. Consultation donc en ambulatoire qui passe aussi par les diététiciens qui peut mettre en place un plan alimentaire qui permet de réintroduire les aliments évités
pour pouvoir donc les démystifier petit à petit, qui permettent aussi de régler alors un régime donc avec un nombre de calories suffisant pour avoir une prise de poids harmonieuse. Des psychologues qui permettent aussi de travailler tous les facteurs psychologiques, parfois vraiment aussi les facteurs biographiques, et qui peut aussi, avec qui souvent, par exemple, on reçoit les familles. Parce que c'est vrai aussi que, par exemple, surtout pour les enfants, souvent la thérapie peut aussi se dérouler sous un, comment dire, par l'approche systémique, c'est-à-dire effectivement des entretiens familiaux, voire une thérapie familiale, qui peut être demandée par l'enfant, qui peut être demandée par les parents, qui peut être recommandée par le médecin, et les parents font partie intégrale, sont absolument impliqués aujourd'hui dans les processus de soins. Après, il y a les cas plus graves où une hospitalisation s'impose, soit parce que effectivement la prise de poids est tellement importante qu'elle est quelque part dangereuse. Ça pourrait avoir j'ai dit la prise de poids. La perte de poids. Voilà. La perte de poids peut devenir dangereuse, ou bien parce que psychologiquement, la situation est devenue ingérable. C'est devenu objet d'une souffrance trop importante, d'une désinsertion trop importante. Et parfois, il faut aussi pouvoir laisser les deux parties souffler. C'est-à-dire, parfois, effectivement, on peut aussi faire un peu, se proposer comme tiers dans la relation enfant-famille qui peut parfois devenir compliquée parce que ce n'est pas évident des deux côtés. Donc voilà, c'est une thérapie qui a comme, l'incontournable, surtout dans l'anorexie mentale, on peut dire, c'est la reprise de poids. C'est-à-dire que si on ne remet pas les bases de l'alimentation et de la reprise de poids, on aura aussi moins de ressources au niveau rien que cognitif et émotionnel. Donc, guérir de l'anorexie mentale sans reprendre du poids. Lorsqu'il est indiqué de reprendre du poids parce qu'on est dans une situation de dénutrition, ce n'est pas possible. Il faut revenir à un poids normal parce que c'est à ces moments-là qu'on aura le plein rayonnement de toutes nos facultés cognitives, intellectuelles, émotionnelles, et le reste, on pourra le travailler. Effectivement, une thérapie donc psychologique, il y a plusieurs écoles, analytiques, cognitives et comportementales, de soutien, et voilà, et on peut mettre en place aussi des mesures ultérieures, par exemple avec le sport. Le rapport au sport, il est souvent complètement perturbé. Donc il faudra effectivement calmer le jeu tant que le sport entrave la prise de poids, mais après pouvoir aussi rééduquer la personne au sport comme moyen de participation sociale et de plaisir. Donc il y a vraiment plusieurs dimensions à pouvoir soigner, pouvoir traiter. L'anorexie mentale, c'est une maladie qui tue. Est-ce que, en revanche, les patientes qui arrivent, toi, dans les unités, quand c'est vraiment à un point critique, est-ce qu'elles ont ce désir de mourir ou c'est vraiment ce contrôle qui les amène à mourir à petit feu? Les deux cas sont possibles. Je fais une parenthèse qui est vraiment pas très joyeuse, mais c'est vrai que c'est une maladie qui s'associe à un taux de mortalité bien plus important que la population générale, et une patiente sur 5 décédera par suicide. Et effectivement, ça arrive souvent que c'est une maladie dans laquelle on s'enferme à un point tel que la charge de souffrance est devenue juste insupportable, ou on est tellement obnubilé sur toutes les autres issues et solutions possibles que malheureusement c'est une issue qui est réelle. Le désir, effectivement, d'autodestruction, d'automutilation, de privation, peut s'exprimer par plusieurs modalités. On a eu des patients qui, en plus d'une anorexie mentale sévère, plus ou moins sévère, elle avait aussi, malheureusement, des idées suicidaires, des idées noires. Et c'est arrivé, au contraire, des patientes qui n'étaient absolument pas suicidaires. Et l'enjeu de la maladie était vraiment dans cette forme de
de contrôle, de perfection, de pureté, oui, d'hyper-efficacité en adoptant des critères, effectivement, des critères pathologiques. Oui. Quand tu décris donc que la maladie, ça se déclenche à l'adolescence, qu'on peut avoir des phases où elle est déclenchée, après peut-être un peu moins forte, qu'on la contrôle. Quand elle n'a pas été prise en charge comme il faut et qu'elle est sous-jacente et qu'on arrive à l'âge adulte et on tombe enceinte, est-ce que les effets de l'anorexie peuvent revenir? Est-ce qu'il y a une liaison, parce que le corps se modifie quand on tombe enceinte? Oui. Est-ce que dans la grossesse, il y a quelque chose qui se joue pour les futures mamans qui ont été anorexiques ou qui le sont encore un peu? Alors, dans ces cas-là, moi, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Encore une fois, il n'y a pas de règles générales. Il faut dire que l'anorexie mentale est là quand même un impact sur la fertilité lorsqu'on reste en sous-poids. Il y a effectivement un risque accru de fausses couches, d'accouchement prématuré, de bas poids de naissance. Donc, il arrive qu'il peut y avoir des risques associés effectivement au statut nutritionnel de la mère. Il y a parfois des recours à la PMA. Parce que effectivement la fertilité spontanée est impactée, et au contraire il y a des patients qui, tout en étant en sous-poids, elles tombent quand même enceintes tout en ayant écarté ou exclu cette possibilité, quand effectivement on peut garder une régularité des cycles, une fertilité tout en étant dénutrie. Donc ça, c'est le côté physique. Moi, c'est que j'ai fait quand j'ai eu la nouvelle donc d'une grossesse de certaines patientes qui venaient me consulter parce que les symptômes étaient actifs, a été de pouvoir en tout cas leur manifester que c'était une grossesse entre guillemets à risque. Et du coup, j'ai sollicité auprès de mes collègues gynécologues qui ont répondu magnifiquement à cette demande d'aide, un suivi accru avec des échographies plus rapprochées, en disant, en fait, à partir de là, on va tout faire pour que les choses se passent dans les meilleures des manières. Donc, avec un suivi pondéral, des échographies, des bilans sanguins plus rapprochés. Donc, lorsqu'on tombe enceinte et qu'on souffre d'une anorexie mentale, je trouve que c'est très bien. Là, il y a aussi une autre partie de responsabilité, d'impact de leur et de vouloir vivre. Oui. Parce que quand elles veulent donner la vie, c'est qu'elles elles ont cet appétit-là pour c'est ça, se dire la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Exactement. C'est un bon signe quand même quand C'est un très bon signe, effectivement. J'ai eu des patientes, effectivement, qui, à partir de là, alors il peut y avoir de tout. Le corps se modifie. Il peut y avoir des patients qui ont souffert d'anorexie mentale qui, quelque part, vont mieux. Devant, effectivement, cette nouvelle fonction à laquelle elle est leur corps. Effectivement, le fait de donner la vie, de préserver donc le développement d'une vie pour avoir un effet tout à fait positif. Et de l'autre côté, effectivement, le corps se modifie. Et ça peut être source d'une grande angoisse. Qu'on ait souffert d'anorexie mentale ou pas, d'ailleurs. C'est vrai. Parce qu'il y a des changements évidents. Au Canada, ils sont en train de faire des études sur population saine pour essayer de réduire, effectivement, tout cet inconfort, cette souffrance qui peut venir d'une perception donc d'un corps qui se modifie, qui passe beaucoup par ce qu'on appelle la vision fonctionnelle du corps, c'est-à-dire apprécier et aimer son corps aussi par ce qu'il est capable de faire. Donner une vie, nous permettre de faire face à toutes les missions qu'on aura, parce qu'après la grossesse, il y a l'allaitement. Pas dans tous les cas, mais très souvent, il y a la reprise des activités qu'on faisait auparavant, et il y a effectivement les nuits avec l'enfant, il y a effectivement un individu dont on est complètement responsable. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on sera appelé à faire. C'est une véritable transition de rôle pour nous, et les patients qui ont souffert d'anorexie mentale, qui souffrent d'anorexie mentale, elles s'y mettent chacune en fonction aussi de ses propres ressources. Non sans quelques préoccupations. Par exemple, ça peut arriver de dire qui suis-je pour imposer, entre guillemets, ou garantir à mon fils une alimentation complètement diversifiée quand moi je suis la première à avoir des problèmes là-dessus. Donc chercher de résister tant que possible à cette identification, parce que effectivement il s'agit de deux choses différentes. Oui, la peur de transmettre sa maladie à son enfant. Oui. Qui est une peur qui peut s'entendre effectivement, mais
mais pour lesquels il ne faut pas hésiter aussi à se faire aider. Encore une fois, par aussi tout ce qui est mis en place pour l'assistance effectivement à la nouvelle mère. Alors j'ai une dernière question. Donc, tu es aussi chercheuse, tu mènes beaucoup d'études, notamment dans le monde anglo-saxon, sur ce thème-là. Et je lisais un article où tu parlais, il y a aussi une aggravation des troubles du comportement liés à la crise du Covid. C'est quoi le lien entre les deux ? Alors, ce qui nous a frappé, ce qui nous a qui carrément nous a pas fait dormir la nuit, c'est le fait qu'on a vu se multiplier par 2 voire par 3 le nombre des patients sur liste d'attente et donc les délais d'hospitalisation. Au point où on a porté à bout de bras des patients absolument dénutris, tout en étant dans l'impossibilité de pouvoir leur proposer un lit d'hospitalisation à court terme. Et je pense que il y a eu effectivement une aggravation des troubles du comportement alimentaire par prévalence et aussi par sévérité. Patientes subsyndromiques qui ont déclaré la maladie, patientes déjà malades qui ont aggravé leurs symptômes et l'état somatique qui va avec. Et je pense que c'est lié effectivement à tout ce qui a été le confinement. Être confiné dans un appartement à Paris, je pense dans un studio de moins de 20 mètres carrés, équivalait par les patientes avec anorexie mentale, par exemple, à ne pas avoir accès à la nourriture comme avant, et surtout à ne pas pouvoir faire, par exemple, de l'activité physique comme elle faisait avant. Donc, il y a aussi peut-être, dans ces cas-là, une équation mentale qui est survenue en disant, étant donné que je bougerai beaucoup moins, alors j'ai beaucoup moins le droit de manger. C'est qu'on disait tout à l'heure, parfois à la punition ou à la prévention. Donc, une réduction drastique des apports face à la perspective de ne pas pouvoir bouger ou sortir de chez soi. Il a eu l'élément de l'isolement social, dans tout ce qui était l'étayage par les pères, la famille, les amis, et aussi les occasions sociales de repas. Certains patients qui ont cherché quand même de pouvoir assurer la dimension sociale qui saute. Les patientes avec anorexie mentale ne sont sûrement pas les seules à avoir souffert des effets du confinement. On pense aussi aux patients avec hyperphagie boulimique ou boulimie qui se sont retrouvés tout seuls face à leur frigo. Et encore une fois, dépourvus de la plupart des stratégies qui pouvaient les aider par ailleurs à faire face aux émotions négatives, aux angoisses, qui, encore une fois, qui revient souvent dans tous les troubles alimentaires. L'alimentation et la distorsion du rapport à l'alimentation comme moyen de faire face aux émotions négatives et aux angoisses pour chercher de les pallier ou au contraire de s'anesthésier. Donc, encore une fois, c'était une manière, c'était un renfort des symptômes qui leur permettaient de faire face aux angoisses et aux émotions négatives. Voilà, je pense effectivement la diminution des possibilités de bouger, l'isolement social, aussi le tissu d'angoisse qui quand même nous a tous quelque part affectés. Je pense que chacun à son niveau ont sûrement contribué à cette augmentation qui est une augmentation réelle. Donc il y a un avant-après Covid dans ce que vous avez vu, vous, dans votre pratique clinique, de patientes avec une sévérité avérée dans leur maladie. C'est ça. Moi, dans les années, j'étais chef de clinique à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, qui est un centre de prise en charge de troubles du comportement alimentaire à Paris, à Sainte-Anne. Et je me souviens avoir corrigé au moins une 60aine de comptes rendus qui, à un moment de l'histoire de la maladie récente, commençait par la phrase « après les confinements ». Pendant les confinements. Donc, effectivement, ça a été un facteur de crise. Je pense aussi fort partout dans le monde où il y a eu beaucoup de littérature scientifique qui a été produite effectivement sur les effets du confinement sur l'épidémiologie et aussi la symptomatologie des TCA. Bon, mais merci beaucoup, Laura. Laura, je devais dire, excuse-moi, en italien. Les deux mêmes. Je trouve qu'il est important de retenir, c'est qu'on guérit quand on est accompagné. Ça demande du temps, d'être accompagné par beaucoup de professionnels. Oui. Ça demande de demander de l'aide. Ça demande de repérer les signes. Mais c'est possible de guérir. Et je pense qu'il y a eu une période où
disais aussi aux patientes qu'on guérissait pas vraiment. Et que c'était là pour la vie. C'est vrai. C'est vrai qu'on dit ça en anorexie mentale, enfin, en anorexie pour toute la vie. Je ne suis pas d'accord. Je suis très allergique à l'identification avec cette maladie. Et je pense que si effectivement la chronicisation est possible, les rechutes arrivent. Ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre l'espoir et la volonté et la motivation pour s'en sortir, parce que c'est tout à fait possible. Et un autre message clé, c'est que je pense en tant que parents qui se trouvent à traverser cette épreuve, ne pas hésiter à eux-mêmes se faire accompagner, demander de l'aide, en parler, ne pas rester isolés face à ça. Parce que il n'y a pas de culpabilité à éprouver, il n'y a pas de stigmatisation à subir. Au contraire, c'est là qu'il y a, je pense, un besoin tout à fait légitime de se faire aider, accompagner aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ça aura éclairé, aidé et peut-être incité des gens à demander de l'aide. J'espère aussi. J'espère aussi. Je signale 2 sites, peut-être, c'est des ressources. Alors, il y a la Fédération française anorexie boulimie, c'est l'acronyme FFAB, donc le site c'est www.ffab.fr, qui permet en tout cas de trouver tous les centres spécialisés en troubles du comportement alimentaire en France, et aussi les numéros à pouvoir appeler. Il y a une ligne d'écoute directe qui peut être appelée par n'importe qui, avec des permanences de diététiciens, psychologues, psychiatres. Et il y a aussi le site de l'FNATCA, qui est aussi un site d'accompagnement et d'aide réservé aussi aux familles. Donc voilà, il y a des ressources et il y a de l'aide qu'on peut trouver, quoi qu'elle soit la position des patients ou des parents. En ligne. Merci. Merci. Comment on dit? Grazie. Grazie. Prego. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.